Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire qui va être co-animé donc aujourd'hui. Je vais démarrer par me présenter. Je suis donc Arnaud Tesser. Je dirige Meltis avec Marion Rubion qui est l'autre associé. Je suis donc directeur général adjoint. Et également sur l'écran, vous avez. Bonjour, je suis Stéphane Valère et je dirige Blixo. Donc on est ensemble pour une heure. Il y a également une personne que vous ne voyez pas qui est Marine Bonnevie, qui sera notre ange gardien, notamment technique aujourd'hui. Qui pourra éventuellement répondre à vos questions. Vous aurez la possibilité d'interagir pendant ce webinaire grâce à le module chat qui doit être sur la droite de votre écran et également grâce au module questions que je vous propose d'utiliser justement si vous avez des questions qu'on traitera plutôt à la fin de ce webinaire. Voilà. Et si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à correspondre via le chat, Marine y répondra. On va, Stéphane et moi, se concentrer plutôt sur le contenu. Donc, je vous propose justement qu'on démarre sans plus attendre avec donc le thème de l'accompagnement au changement. Quelques mots sur Meltis très rapidement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Meltis, on est un cabinet d'accompagnement humain de la transformation. On existe depuis plus de 20 ans maintenant. On propose à nos clients donc une offre composite avec de la formation sur mesure, qui est notre cœur de métier, du coaching individuel et d'équipe, de l'événementiel interne, donc tout ce qui va être séminaire, atelier de travail avec la DG, vos managers, vos collaborateurs, du marketing de la formation pour donner de l'impact et de la visibilité aux dispositifs qu'on déploie, et évidemment du conseil au management qui nous permet de regrouper tout ça et de vous proposer les meilleures solutions. Et on travaille dans tous les secteurs d'activité, à la fois dans le public et dans le privé, que ce soit donc l'industrie, le transport, l'assurance, la pharma, etc., etc. Stéphane, je te laisse présenter Blixo. Ouais, merci. Je te laisse mettre la slide alors pour le coup. Ok, donc moi je dirige Blixo. Blixo c'est une plateforme SaaS en fait, de la HR Tech comme on dit, avec autour du feedback. On travaille pour des grands comptes et on est la seule des petites entreprises et on est la seule plateforme française à être classée dans le top 10 européen. Alors, on a 5 outils. Donc, le premier outil, c'est Pulse. C'est un système d'enquête salariée qui permet de prendre le pouls de façon très régulière sur toutes vos équipes et qui est 100% modulable et flexible. Et j'en profite pour dire que on a lancé le premier jour du confinement une offre, donc n'hésitez pas à en profiter, d'aide aux entreprises, où on rend ce module gratuit durant toute la partie du confinement afin de permettre à toutes les entreprises qui veulent, en moins de 72 heures, de lancer un système d'enquête interne dédié à cette crise pour pouvoir suivre le moral des troupes et leur prêter de l'attention et savoir comment aider et où aider en priorité. Voilà, j'ai fini cette parenthèse. Donc là, il suffit d'aller sur blixo.com et vous avez un formulaire. Deuxième outil, c'est un outil de Arnaud, tu peux passer s'il te plaît. Arnaud, c'est un outil de coaching. Donc en fait, le premier outil Pulse, il pose des questions, il anonymise, il agrège les réponses, il les passe dans des maths, hein, dans un algorithme qui fait un diagnostic de ce qui porte et ce qui plombe l'équipe. En fait, la qualité de vie au travail, l'engagement, la motivation. On vous laisse pas tout seul. Il y a un deuxième module qui envoie les bons conseils au bon moment à la bonne personne, donc à chaque manager sur son périmètre et qui permet de suivre la mise en place des actions. Le troisième outil, c'est un outil de 360 et 180 feedback qui a été entièrement repensé par rapport à ce qui existe en général sur le marché, donc qui est très light à diffuser et très light à analyser. Les gens peuvent même l'analyser seuls. Le quatrième outil, c'est un outil de sondage à la demande, un petit peu comme un Google Form Premium qui est intégré à la plateforme et qui nous permet de poser des questions sous forme de sondage à une population donnée à un instant donné, sur un sujet donné. Et le dernier outil, c'est un outil de reconnaissance, c'est un outil qui s'appelle Bravo. Vous savez que le sentiment de manque de reconnaissance, c'est la principale source de départ des entreprises. Et là, ça va nous permettre d'envoyer de la reconnaissance à un collaborateur en particulier. Et je vous montrerai un peu ça tout à l'heure. Mais c'est très intéressant comme outil. Voilà, j'ai fini. Ton micro. Vous devez m'entendre, voilà, à nouveau. Donc sur le sujet de transformation, en fait, je vais
parler d'une étude, me baser sur une étude qu'a sorti EY l'année dernière, qui disait que globalement, il y a 67% des organisations, publiques et privées confondues, qui ont lancé dans l'année écoulée un plan de transformation. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui touche effectivement de nombreuses entreprises. Ce qui va, moi, m'intéresser sur ce sujet-là, c'est plutôt ce qu'on met derrière l'idée de transformation. Par exemple, en essayant de distinguer ce qui est de l'ordre du changement de ce qui est de l'ordre de la transformation. Euh, c'est un sujet qui est important parce que quand on fait pas du tout le même type d'accompagnement dans du changement ou de la transformation. Alors, si on était en direct, je pourrais vous demander quelle est la définition que vous avez des deux, mais là, ça va être un peu compliqué parce qu'on est un peu nombreux. Mais disons que globalement, ce que moi je mettrais derrière, c'est l'idée que dans le changement, on a un certain nombre de modifications à enclencher, qui a un périmètre plus ou moins large, évidemment, pour passer d'un mode de fonctionnement à un autre. Globalement, si je devais prendre un exemple assez simple, imaginez qu'il y a un carrefour à une route. Bon, ben, c'est un carrefour avec une priorité à droite assez classique et on va décider de mettre des feux rouges. Voilà, donc il va falloir faire un plan d'action assez classique, voilà, mais on sait gérer assez facilement ce type de changement. Et donc, on va d'abord devoir définir quelle va être la route prioritaire, installer les feux rouges, faire des tests électriques, etc., faire de la signalisation et tout va rouler. Donc ça, c'est du changement. La transformation, de mon point de vue, c'est plutôt quelque chose où on a un nombre qui n'est pas forcément déterminé de modifications à apporter. On va dire que c'est plutôt un portefeuille d'actions qui sont interconnectés et surtout qui ont pour objectif de transformer l'ensemble de l'organisation elle-même. C'est-à-dire, il faut que l'organisation corresponde à une vision qu'on a définie d'un futur qui est plus ou moins proche. Donc, mais ce qu'on a en fait, c'est la vision, c'est-à-dire on va enclencher quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup moins défini, donc beaucoup plus imprévisible. Et évidemment, on va devoir pour ça prendre beaucoup plus de risques et rentrer dans une approche qui est plus itérative, plus incrémentielle, plus expérimentale. Imaginez si je reviens sur l'exemple de mon carrefour de tout à l'heure, la première fois que quelqu'un a créé un rond-point, bah, par exemple, il a fallu changer énormément de choses et des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Comment allaient se comporter les gens face à ce rond-point? Est-ce qu'ils allaient comprendre tout de suite que la priorité, elle est plus à droite, elle est sur celui qui est sur le rond-point, etc., etc. Et ça, en fait, c'est à mon avis fondamental quand on engage et quand des clients viennent nous voir en disant j'ai engagé un plan de transformation chez moi, parce que du coup, dans le cadre d'une véritable entre guillemets transformation, euh, il est vraiment essentiel pour les managers de comprendre dès le départ euh, où veut aller l'organisation, donc dans quelle direction, pourquoi on y va, c'est-à-dire quelles sont les causes qui nous amènent à vouloir nous transformer, et pourquoi en deux mots, c'est-à-dire quels sont les objectifs de tout ça. Et donc ça, c'est un travail qui est vraiment nécessaire, qui peut être fait au préalable, notamment par la DG, donc un travail sur la vision, mais il y a tout un travail ensuite derrière d'information auprès des managers pour qu'ils donc ils sachent donc où on va, pourquoi on y va et dans quel objectif, mais également au-delà de le savoir, qu'ils puissent le comprendre et l'intégrer. Et donc ça, c'est un premier travail, mais qui est assez spécifique, qui peut se faire via des séminaires ou des ateliers de travail, peu importe. En tout cas, il y a différentes solutions, mais des vrais moments de rencontre avec la DG, des vrais moments d'échange avec la DG. La deuxième chose, ce qui ressort de l'étude d'EY, c'est quels sont les enjeux pour les transformations. Et donc là, on est beaucoup sur des enjeux de satisfaction client, c'est les termes qui ressortent le plus, et d'optimisation des processus. Alors là, ici, de mon point de vue, on est déjà descendu un peu d'un étage en termes de déploiement, ce qui est plutôt positif parce qu'on a avancé. On est déjà plus sur comment est-ce qu'on va atteindre nos deux objectifs. Donc, il faut augmenter la satisfaction client, optimiser les process. Ici, si je me replace du point de vue des managers, pour qu'ils soient les ambassadeurs de la transformation précisément, il est vraiment très important qu'ils comprennent donc quel est le rôle qu'ils vont jouer dans cette transformation. Quand je dis le rôle, c'est plus en fait quels sont les attendus pour moi, pour l'équipe que je représente, pour moi en tant que manager et pour mes collaborateurs. Autrement dit, les attendus en termes de comportement, en termes d'attitude, et donc ça nécessite un travail qui est vraiment sur à la fois, alors selon l'appellation qu'elle va trouver chez nos clients, sur les principes ou les valeurs managériaux. Donc ça peut être de définir quelles sont ces valeurs ou ces principes managériaux, ou de les décliner, ou de se les approprier.
Donc ça également, par exemple, alors ça peut prendre aussi le nom de charte managériale, hein, par exemple, c'est des termes qui veulent dire à peu près la même chose. Et ça, c'est encore une fois un travail qui est vraiment essentiel pour passer des enjeux globaux de la vision à une première déclinaison opérationnelle qui est comment est-ce que moi je mets en œuvre ces changements. Troisième point de l'étude EY, en termes de timing, on est sur, selon EY, en fait, des plans qui sont, pour les trois quarts d'entre eux, inférieurs à 2 ans. Alors, inférieur à 2 ans, c'est finalement assez court hein, pour enclencher des transformations ou des changements majeurs dans les organisations. C'est un rythme plutôt rapide. Alors, cependant, quand on regarde un peu les détails de l'étude, on se rend compte que la moitié des... Alors, trois quarts donc sont inférieurs à 2 ans. Pour autant, la moitié sont hors délai. Donc, de 6 mois ou plus. Donc, ça veut dire que finalement, on prévoit de le faire en moins de 2 ans, mais dans la réalité, effectivement, ça dépasse un peu plus. Ce qui est normal, entre guillemets. Et encore une fois, du point de vue des managers, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est extrêmement important pour les managers de prendre conscience de tout le chemin qu'il va y avoir à parcourir, donc d'où on part et où est-ce qu'on va arriver. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien vis-à-vis des objectifs qu'on vise? Et qu'est-ce qu'on va devoir faire demain? Donc, qu'est-ce qu'on va devoir commencer à faire? Des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui et qu'il va falloir enclencher. Qu'est-ce qu'on va continuer de faire? Des choses qu'on fait aujourd'hui et qui vont devoir être renforcées, peut-être éventuellement améliorées. Et qu'est-ce qu'on va changer, en fait? Donc là, c'est vraiment des choses qu'on fait aujourd'hui et qu'on va devoir modifier radicalement. Et tout ça, en termes de timing, ça veut dire que ça peut se faire beaucoup dans des ateliers de travail itératifs, d'accord? Qu'il va falloir qu'on fixe des priorités et surtout qu'on travaille le fait de devoir lâcher prise. C'est-à-dire que dans la transformation, on ne peut pas tout faire en même temps. On peut enclencher différents sujets, mais certains vont devoir être priorisés, abandonnés, revus, etc. Et donc ce travail itératif, il est vraiment extrêmement important. Et bien entendu, et ça Stéphane en parlera un peu tout à l'heure, il y a aussi un travail d'aller-retour et de feedback entre les managers et leurs équipes qui est extrêmement important pendant toute la durée de cette transformation. Euh, autre item de l'étude d'EY, la DG avec le management, puisque parmi les gens qui ont été interrogés, 77% indiquent que le plan d'action qui était engagé par l'organisation était d'envergure et souvent coordonné par la DG, et que 73% d'entre eux, en tout cas, la mobilisation managériale et les investissements nécessaires ont été à la hauteur des enjeux. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt positif. Ça veut dire que globalement, les organisations ont conscience des véritables enjeux et des moyens qu'il faut y mettre. Et pour les managers, en tout cas de notre point de vue, quand on intervient, nous, là, on est vraiment dans quelque chose de... Il est important que le management se sente soutenu par l'organisation. Soutenu par l'organisation, ça veut dire que mettre en place, par exemple, une offre de formation. Alors, ça peut être de la formation entre guillemets technique. Gérer le changement, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre, c'est qui est quand même assez technique. Mais également sur les soft skills, parce que on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les questions, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour des soft skills, sur bien se connaître, mieux travailler avec son équipe, travailler les relations, etc. Donc ça peut être une offre de formation, ça peut être également une offre de coaching individuel, parce que les managers ils vont être très bousculés dans ces périodes-là, mais également d'accompagnement d'équipe, puisqu'il y a des équipes qui vont être bah, transformées avec le reste de l'organisation, les modes de travail, les modes de coopération ou de collaboration dans l'entreprise vont évoluer, et donc il peut y avoir des équipes qui ont le besoin d'être accompagnées de temps en temps, mais également des accompagnements RH pour, en termes de recrutement, en termes de mobilité, en termes de plan de carrière, toutes ces choses-là sont extrêmement intéressantes et importantes dans les cas de transformation. Nécessité de faire appel à l'extérieur. Donc là, c'est le moment où vous faites appel à Meltis normalement et à Blixo. 92% des dirigeants interrogés disent qu'ils ont fait appel à des expertises extérieures. Alors, c'est pour des choses diverses et variées. Ça peut être évidemment pour faire appel à des expertises qui sont pas dans l'organisation. Ça peut être pour avoir du conseil, pour avoir des regards nouveaux, pour être confronté, etc. Mais dans les plans de transformation, évidemment, il y a un proverbe que je cite souvent, c'est l'homme le plus intelligent n'a jamais vu sa nuque. Et donc effectivement, c'est souvent intéressant de faire appel à des gens qui sont à l'extérieur pour qu'ils puissent donner un coup d'œil dans l'angle mort et voir des choses qui leur sont évidentes parce qu'ils n'ont pas le même point de vue que vous, mais pour le coup que vous ne pouvez pas voir parce que vous avez le nez dedans. J'avance un peu et en disant que si on s'intéresse après aux résultats, puisque c'est une part vraiment importante de l'étude,
On voit que effectivement, si on repart sur les enjeux qui étaient augmenter la satisfaction client, optimiser les process, etc. Parmi les personnes qui ont été interrogées, encore une fois, 63%, donc près des 2 tiers des gens, estiment que 50% ou plus des résultats ont été atteints. Donc on pourrait se dire a priori que c'est plutôt positif, puisque la moitié des résultats ont été atteints. Après, si on regarde encore une fois un peu dans le détail, on se rend compte que seulement 19%, donc moins d'un cinquième, pensent que le plan a fonctionné à 75% ou plus. Et quand on rentre encore plus dans le détail, on se rend compte que finalement, les changements qui ont été opérés sont plutôt à la surface. Donc, c'est des changements plutôt de comportement, mais pas forcément des changements d'attitude ou des changements de croyance. Si on s'intéresse, pour ceux qui sont familiers, à la pyramide de Diels, par exemple, et aussi niveau logique. Donc, ça veut dire que globalement, dans les périodes de changement, on se rend compte que c'est souvent le sommet de l'iceberg qui évolue et assez peu ce qui est sous la surface. Euh, et là, encore une fois, en termes d'accompagnement des managers, je pense que ça veut dire quelque chose. Et nous, les conseils qu'on a souvent, c'est si vous voulez que le changement perdure et que au premier coup de froid ou au premier coup de chaud, ben, l'iceberg ne se reforme pas tel qu'il était avant, c'est vraiment de travailler sur quelque chose de la durée. Et tout à l'heure, je disais que les managers doivent se sentir soutenus par l'organisation. Et là, pour moi, c'est plutôt quelque chose de euh, les managers doivent se sentir soutenus entre eux, c'est-à-dire avoir le sentiment de faire partie d'une communauté de management. Et le simple fait de faire partie de cette communauté de management, de faire partie, pardon, de cette communauté de management, ça veut dire que je suis soutenu par mes pairs au long terme et au long cours. Et donc, par exemple, ça peut être des choses assez simples, hein, des ateliers de partage de pratiques, des ateliers de co-développement, qui est un outil qu'on utilise beaucoup, ou des focus group, ce genre de choses, qui vont me permettre, en fait, sur la durée, de mieux me connaître, mieux me comprendre, mieux et surtout de, on va dire, développer ma pratique professionnelle. Et dans la pratique professionnelle, il y a à la fois le comportement, qui est un peu la partie du dessus de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg, mais il y a également des choses qui sont plus de l'ordre de quelle est mon identité, comment est-ce que je me connais mieux, comment est-ce que quel manager je suis en fait, pas quel manager dans quel manager j'agis, mais quel manager je suis. Donc c'est plutôt des choses qui sont endogènes, on va dire. Et ça, c'est pareil, c'est des dispositifs qui sont assez spécifiques à mettre en place, mais qui permettent vraiment que bah, justement la base de l'iceberg évolue en même temps que l'organisation. Euh, Enfin, évidemment, on parle d'engagement et d'alignement des équipes. Donc, on se rend compte que ce sont à moyen terme et à long terme les principaux écueils, puisque 26% des dirigeants, c'est quand même un gros quart, reconnaissent que les changements sont souvent beaucoup plus complexes qu'ils ne l'avaient anticipé. Et surtout, plus inquiétant, 2 tiers des équipes interrogées disent n'avoir reçu que les grandes lignes et les grands objectifs de la vision. Donc, du coup, en termes d'accompagnement, encore une fois, c'est un peu le sujet de notre métier. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être capable, dans des situations de transformation, qui sont des choses qui sont complexes, de s'ajuster en temps réel, en fonction des évolutions de la vision. On a vu une direction, mais cette direction, elle va être amenée à bouger un peu à droite, à gauche. De l'intégration de cette vision par les équipes. On parlait par exemple tout à l'heure du déploiement de la charte managériale. Ben, ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera dans 6 mois, c'est pas exactement la même chose puisque les gens vont commencer à s'approprier en fait les outils et les items de cette charte, mais également des besoins des collaborateurs qui vont évoluer dans le temps. Et donc pour tout ça, on a besoin d'agilité de notre part, mais également de monitorer les choses et de d'avoir du feedback régulier. Donc voilà, avant de passer la parole à Stéphane, l'idée c'est que la transformation, donc vous l'avez compris, c'est plus que du changement, c'est quelque chose qui est plus complexe et donc du coup qui est doit être traité comme quelque chose d'itératif, d'incrémental et d'expérimental. Donc complexe et difficile à prévoir et à planifier. Transformer, ça demande souvent plus de temps que simplement changer. Et du coup, les managers ont un rôle à jouer à la fois au quotidien et dans la durée. Et donc, ce sont ces deux timings qu'il faut être capable de gérer en même temps. J'en ai à peu près fini. Stéphane, je te laisse la parole. Je désactive moi de mon côté le partage d'écran. Il y a un peu de manipulation à faire. Et si vous avez des questions pour Arnaud, vous pouvez les poser dans le module questions, pas dans le module chat. Et puis Arnaud reprendra la parole après pour revenir dessus. Alors,
que Stéphane partage son écran, je vais répondre à la question de Caroline qui dit où se trouve l'enquête EY. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous envoyer le lien pendant que Stéphane doit retrouver le lien qui est dans le document qu'on vous enverra avec le compte rendu, mais je vais vous envoyer le lien tout de suite. Voilà. Je pense que vous voyez mon écran. Arnaud, c'est bon? C'est bon, ouais. Ouais, ok. Donc en fait, ce que vient d'expliquer Arnaud sur la complexité d'un projet de transformation et le rôle des ambassadeurs managers, c'est que finalement, ce qu'on identifie, c'est des risques de déperdition, des fuites un peu partout, et qui vont derrière coûter très cher en énergie, en temps, en argent, en engagement, en adhésion, enfin voilà. Et donc l'idée, c'est comment éviter ces fuites. Et la réponse est finalement assez simple. C'est brancher des capteurs, on va le voir après, mais surtout cibler et prioriser. Et pour ça, donc on pose des capteurs parce que vous savez que ce qui se mesure s'améliore. Donc à partir du moment où on a de la donnée sur ce qui va pas, donc où est la fuite, quel niveau de fuite on a, quel niveau de déperdition, pour quelles raisons, etc. On va pouvoir travailler dessus. Alors je reprends quelques points qu'a évoqué Arnaud, sur des notions de vision. Est-ce que les gens connaissent la vision qu'on a pour le après, une fois que la transformation aura été déployée? Est-ce que les gens adhèrent à ce projet? Est-ce que les gens comprennent la façon dont on le communique? Euh, Est-ce qu'il y a un alignement sur les valeurs et sur les comportements, sur les postures? Comment vont les équipes? Est-ce que les gens s'y sentent inclus? Est-ce qu'ils se font confiance entre eux? Etc. etc. Et donc l'idée, c'est qu'on va poser des capteurs, on va mesurer les signaux faibles et on va mesurer au fur et à mesure les écarts et les évolutions pour pouvoir travailler sur ce que disait Arnaud tout à l'heure, à l'instant T et dans la durée. Et ça va aider les managers et les pilotes du projet. Donc, pour ça, en fait, on va pouvoir utiliser Pulse, là, dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est cet outil où on va poser régulièrement des questions à toute la population. Donc ces questions, elles sont définies à l'avance. Vous pouvez mettre vos questions. Une question on peut la mettre en pause, on peut la reprogrammer. Enfin, c'est très flexible. Grosso modo, on pose les questions, les gens répondent de façon anonyme. On agrège leurs réponses, on les passe dans des maths et les algorithmes en font en fait un diagnostic. Et donc, on va pouvoir savoir, au fur et à mesure du changement, on va pouvoir savoir quelles sont les forces. Donc, qu'est-ce qui fait que la transformation, pour des raisons humaines, avance bien, ou au contraire, qu'est-ce qui la ralentit? On va pouvoir donc décider d'agir sur tel ou tel sujet en fonction de la priorisation qui est faite par l'algorithme. Donc, ça va vous permettre de vous appuyer sur des résultats objectifs. C'est pas des oui-dire, c'est pas la radio moquette. On va capter du quanti, on va capter du quali, on va faire de l'analyse sémantique et ça va permettre de capter des signaux faibles, donc avoir des notions assez prédictives ou au contraire de réagir en temps réel sur l'instant T. Et puis ça va vous permettre de comparer des populations et de voir que, donc là, dans l'exemple qui est donné, vous voyez, on compare une équipe audit, une équipe marketing et une équipe R&D, et on va pouvoir, sur différents capteurs, différents items qu'on étudie, on va pouvoir comprendre qui est plutôt bien et quelles équipes sont plutôt un peu en souffrance. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait aller aider en priorité, ou au contraire, quelles bonnes pratiques il serait intéressant d'aller étudier pour déployer plus largement. Et donc, ça, il y a un intérêt global pour les pilotes de la transformation, mais il y a un intérêt évidemment très intéressant pour les managers qui vont pouvoir, sur leur périmètre, comprendre exactement avec les mêmes outils quelles sont les forces et les faiblesses de leur équipe sur cette transformation, où elles en sont, quelle est leur morale, quels sont les items qui freinent le changement, l'accélération, la transformation, pardon, et quels sont au contraire les drivers, les sujets qui portent tout le monde, qui engagent tout le monde, et donc qu'il faut cultiver. Deuxième sujet, ce que disait Arnaud, c'est sur la posture, en fait. C'est sur le rôle du manager dans le quotidien, sur son équipe et sur sa capacité à déployer ce qui vient de plutôt en haut. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de mettre en
visu en parallèle, à gauche, donc sur le schéma, c'est le manager, ce que je suis et ce que je veux montrer aux autres, et les autres à droite du schéma en mauve, ce que les autres attendent finalement en termes de posture et ce qu'ils perçoivent. Alors ça, c'est un peu compliqué à faire soi-même, donc il y a un autre outil dans la suite, qui est le 360 feedback ou 180 feedback, qui est très simple, très intuitif là, à déployer. Et surtout, il est en open bar. Donc, plutôt que de réserver un outil 360 feedback à une petite population un peu choisie, on va pouvoir donner la possibilité à tous les managers de faire leur 360, voire le faire plusieurs fois dans l'année, parce que le projet avance, parce que les groupes transversaux, les groupes de projets sont changés. En 360, on peut le faire sur son équipe hiérarchique, mais on peut le faire aussi sur une équipe sur laquelle on est chef de projet ou contributeur. Et donc, ça va permettre de mettre en regard, finalement, vous voyez dans le schéma ici, mettre en regard ce que je pense, le petit bonhomme, c'est ce que j'ai déclaré. Moi, je pense que je suis très bon sur la coopération et je suis quelqu'un de plutôt fiable. Et en fait, les autres l'ont confirmé. Par contre, les autres ont dit que j'étais très autonome et je m'étais pas tellement évalué là-dessus. Donc, avec donc, une lecture qui est très simple, et qui permet finalement d'avoir, on travaille avec des entreprises qui utilisent ce 360 sans filtre en fait. Le manager reçoit son résultat et il n'est pas accompagné par un RH pour le lire parce que le format du 360 qui a été choisi par cette entreprise est plutôt light et plutôt ergonomique. Voilà. Donc on va pouvoir développer les soft skills dont parlait Arnaud tout à l'heure, en paramétrant évidemment le 360 sur les soft skills qui sont importants pour le sujet de transformation qui est travaillé, pour le changement, et donc pour aider les managers à être les bons, entre guillemets, hein, vraiment le bon, entre guillemets, les bons ambassadeurs en adoptant les bonnes postures. Autre sujet dont a parlé Arnaud, c'est l'ancrage positif. En fait, créer des cercles vertueux. Finalement, dans ce que tu évoquais Arnaud, c'est souligner au fur et à mesure ce qui se passe bien, parce que finalement, une transformation, c'est une route très longue, avec plein d'embûches, et qu'à chaque fois que quelque chose se passe bien, il faut le souligner, il faut capitaliser dessus, parce que c'est ce qui construit, en fait. Donc, on a un outil qui s'appelle Bravo, qui est un outil de reconnaissance, où là, on n'est pas du tout sur l'anonymat, on est un peu comme un fil Facebook, où on va pouvoir envoyer, donc là, dans l'exemple que vous voyez, par exemple, il y a Juanita, qui écrit à 6 personnes, donc à une équipe, et qui leur dit à midi, j'ai beaucoup apprécié que vous m'invitiez à manger à votre table. C'est pas grand-chose, mais ça me permet de mieux connaître votre équipe, et ça va nous servir pour le projet CAP 2020. Alors bravo pour ce geste. Quelqu'un d'autre qui dit bravo Bob, grâce à son travail minutieux, cette réunion a été très productive, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la reconnaissance, c'est quelque chose de très important, qui vient assez peu, en fait, on l'attend de son manager, ça vient pas souvent. Et là, cet outil permet d'avoir de la reconnaissance transversale entre équipes ou entre personnes. Des collègues envoient de la reconnaissance à leur pairs, ou des équipes envoient de la reconnaissance à leur pairs. Et dans une logique comme ça de transformation où les managers doivent être ambassadeurs, ben c'est très intéressant. C'est très simple en fait. On envoie un bravo, on le rédige, on choisit les noms en un clic. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un fil, et ben exactement comme Facebook, on va pouvoir liker ou on va pouvoir même surenchérir en mettant des commentaires. Donc finalement, on emporte avec soi, on crée dans son sillage d'autres bravos, d'autres félicitations, et la reconnaissance devient plus forte. Et vous savez ce qu'on dit, c'est que quand on fait quelque chose, il y a 30% de compétences et 70% de je me sens capable de le faire. Et donc, dans une transformation, finalement, cette part de je me sens capable de le faire est extrêmement importante. Et avec un système de reconnaissance comme ça, digital, qui est très simple à déployer, on va pouvoir capitaliser dessus et donc augmenter les chances de réussite. Une autre chose, c'est qu'une transformation, ça se passe pas toujours comme prévu. Et localement, il peut y avoir une crise dans telle équipe, il peut y avoir des dérapages de temps ou de budget sur une équipe, il peut y avoir besoin donc de zoomer sur une problématique en particulier. Et là, on a ce fameux outil qui s'appelle Ask, qui va permettre de zoomer sur une population donnée, à un moment donné, sur un sujet en particulier, de récupérer de la donnée quanti et quali
de l'analyser, et comme ça d'avoir pour le manager ou pour les dirigeants des clés très précises. Donc là, par exemple, il y a un petit sondage sur après 2 mois pour l'équipe projet. On va les interroger eux en particulier. Et finalement, on pourrait interroger une équipe commerciale sur un sujet ou toute l'entreprise ou un établissement à Marseille. Voilà. On va créer de l'interaction en donnant la parole sur des sujets précis, sur des populations précises. Et la dernière chose, c'est de comprendre en fait quelle est la portée de ce que j'entreprends. En tant que pilote de la transformation, ce qui est intéressant, c'est de savoir si les actions entreprises par les managers, donc les actions comportementales, les actions locales, portent leurs fruits. Là, on va pouvoir avoir donné la possibilité aux managers et aux dirigeants de la transformation, aux pilotes de la transformation, de comprendre l'impact avec cet outil, de comprendre l'impact des différents gestes, des différentes actions, des différents sous-projets sur les grands items nécessaires à la transformation. Et on va pouvoir mesurer au fur et à mesure le nombre d'actions entreprises sur tel sujet. Donc, par exemple, le pilote de la transformation veut aligner tous ses managers. On a compris grâce à Pulse qu'il y avait un sujet, que la stratégie devenait un peu moins claire, que les gens commençaient un peu à se perdre là-dessus et que c'était prioritaire parce que c'était en train d'attaquer un peu l'engagement et la motivation des uns et des autres. Alors, on demande à toutes les équipes de refaire un point sur la stratégie de cette transformation et on va pouvoir mesurer en temps réel si le nombre de réunions, par exemple, stratégies transformation qui ont été mises en place, à quelle période et quel est leur impact sur les courbes directement, sur les courbes directement des fameux capteurs qu'on a placés. Voilà, j'ai fait un tour de toute cette logique que permet la suite Blixo. J'arrête. Et Arnaud, je te relaisse la parole, le temps de lire les questions. D'accord, ben merci. Donc, on a donc à peu près fait le tour de ce qu'on voulait vous dire, en tout cas dans les premières lignes. Ce que je vous propose maintenant, c'est justement d'interagir et de poser vos questions. Donc pour ça, vous avez à la droite de votre écran, normalement, une partie chat et une partie questions. Et dans cette partie questions, je vois que certains d'entre vous ont commencé déjà à poser des questions, donc on va essayer d'y répondre. Et vous avez la possibilité donc soit de poser vos questions, soit de liker même les questions pour qu'elles remontent dans la liste. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors il y avait une question de Caroline à laquelle j'ai répondu qui était où trouver l'enquête, donc je vous ai mis le lien tout de suite. Je vais prendre dans l'ordre la question de Jean-Marie Bouchereau. Bonjour, donc Jean-Marie. S'il a des ajustements des orientations, comment faire participer les managers au design des orientations sans compromettre l'intégrité de la transformation? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Je vais essayer de pas y répondre et de faire de la politique. En fait, évidemment, ce serait plus intéressant d'avoir un échange et n'hésitez pas à compléter dans votre réponse au fur et à mesure. Ce qui moi va m'intéresser ici, c'est dire le rôle en fait que peuvent avoir le manager dans la transformation, c'est de la porter justement, l'intégrité de la transformation, c'est-à-dire que la transformation, elle n'aura pas lieu euh, si les managers et leurs équipes et les collaborateurs ne la portent pas. Ce que je veux dire du coup, c'est faire participer les managers au design des orientations. Ça peut se faire à différents niveaux. Soit c'est la direction qui décide, et donc c'est un déploiement entre guillemets en cascade, très bien. Mais on peut également avoir impliqué les managers dès le départ ou dans une deuxième étape, dans le design end de ces orientations. C'est-à-dire que l'intégrité de la transformation, quand vous parlez d'intégrité, moi ce que j'entends derrière, c'est il faut que cette transformation ait lieu au bout d'un moment. Et donc elle aura d'autant plus et d'autant plus vite lieu que les managers sont précisément impliqués dans le design de ces orientations ou dans le design de leur déploiement. Donc, c'est-à-dire que finalement, ce que je veux dire par là, enfin, je le dis différemment, c'est le simple fait de faire participer les managers au design des orientations, ça les met en responsabilité.
Et le travail qui va être intéressant pour les gens qui portent le projet, ça va pas être de dire mon travail, c'est pas de dire au manager ce qu'il doit faire, c'est de m'assurer que ce qu'il décide de faire est bien en lien avec les objectifs et les enjeux généraux de la transformation. Donc, mais c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué dans une organisation parce que ça demande précisément de rentrer peut-être dans d'autres modes de gouvernance et d'autres modes de management où on est beaucoup plus sur la responsabilité, sur la confiance et j'en parlais un peu tout à l'heure aussi, sur le lâcher prise. C'est-à-dire qu'on peut se dire, finalement, ce qu'ont décidé là les managers, je suis pas sûr, ou encore mieux, je ne sais pas si c'est le bon chemin, mais en même temps, vous le savez aussi, on est dans des environnements qui sont complexes et définir aujourd'hui ce qui est le meilleur chemin pour arriver à l'objectif qu'on a pour demain ou après-demain ou dans 6 mois, c'est un peu compliqué. Donc en fait, là, une approche pourrait être de dire, finalement, je ne sais pas quel est le meilleur chemin, donc je vais mettre mes managers en responsabilité et leur demander de définir ce chemin-là en ayant conscience que, ils peuvent se tromper, mais ça fait partie du truc. En revanche, en étant très vigilants en même temps sur les décisions qu'ils prennent, dans quelle mesure elles sont réellement en ligne avec les objectifs et les enjeux qu'on s'est fixés. Stéphane, tu veux compléter? Ouais, je veux bien compléter. En fait, on peut décider de mettre les managers en responsabilité, mais les managers, eux, ne peuvent ne pas forcément s'emparer de cette responsabilité et de cette initiative. Donc là, je reviens sur la partie Blixo, la partie tech. En fait, dans les questions qu'on va poser régulièrement, on va mettre des questions sur avez-vous la sensation de pouvoir prendre des initiatives régulièrement? Quand vous émettez une idée, est-ce que vous savez, vous avez l'impression que on vous écoute? Est-ce que vous avez l'impression que votre travail est aligné ou l'organisation ou vos objectifs sont alignés sur l'objectif suprême de la transformation? Et donc, en fait, on va pouvoir suivre les évolutions de ces différents capteurs. Je prends vraiment une image là-dessus, ces différents capteurs, et voir si le niveau de leadership, le niveau de prise d'initiative, le niveau d'inclusion, de confiance dans l'équipe, de confiance dans l'adhésion de la transformation est stable, progresse, baisse, ou par équipe, on va pouvoir profiler les endroits où il y a le plus de besoin d'aide. Et donc, en fait, ça va permettre de faire ce que Arnaud décrit. Ok. Du coup, je prends la question d'après. Frédéric Gondelman, j'espère, pardon si j'écorche votre nom. De ce que j'ai compris de votre présentation, et qu'il faut nuancer la transformation par rapport au changement, le besoin de changement n'est-il pas lié à la transformation elle-même, et surtout cette transformation peut-elle être perturbée par un environnement qui ne cesse de changer, d'évoluer? Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs questions dans votre intervention. L'essence même de la transformation, de la façon dont on la traite en tout cas, c'est qu'effectivement, par définition, elle est évolutive. Et elle est en permanence en train de changer parce que elle est en partie, en tout cas, imprévisible, irreproductible, etc. Elle est complexe en fait. La transformation, c'est complexe. Et donc, évidemment que il y a déjà un besoin alors je vais choisir les bons termes pour pas faire trop de jeux de mots et qu'on se perde pas trop dans ça, mais il y a quelque chose effectivement qui doit évoluer, c'est la façon dont est organisé, dont est managé l'organisation dans son ensemble. C'est-à-dire que un des premiers changements, c'est que dans un environnement qui est complexe, un management entre guillemets pyramidal, je peux être caricatural parce que ça existe plus trop aujourd'hui, mais pyramidal ne fonctionne pas. Donc on est dans des modes d'organisation qui sont plus transverses, plus agiles, plus collaboratifs. Et c'est cette collaboration, cette agilité, c'est un terme que j'emploie avec parcimonie aussi, parce qu'il revêt des réalités très différentes, mais c'est cette agilité qui permet de gérer la complexité. Et du coup, le premier changement, pour le coup, c'est peut-être un changement de mode d'organisation et de mode de management. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme l'environnement va changer, les plans de transformation doivent s'inscrire dans la durée. Et donc, dès le départ, il doit y avoir un certain nombre de processus dans ces dispositifs qui sont des dispositifs récurrents.
Par exemple, et je prends un exemple, mais par exemple, des groupes de co-développement dont on parlait tout à l'heure, c'est par essence un dispositif qui est récurrent. Donc, un groupe de managers, et donc on peut déployer ça à l'ensemble de la population managériale d'une organisation, va se réunir régulièrement pour faire évoluer leurs pratiques managériales. Et bien évidemment, au cours de ces réunions, ils vont être amenés à traiter des sujets qui sont en lien avec la transformation. Mais cette transformation, elle va évoluer, les enjeux vont évoluer, les problématiques vont évoluer, mais comme on a dès le départ prévu un dispositif qui est récurrent, qui est itératif et qui permet d'accompagner ça sur le long terme, les managers vont avoir un outil qui vont leur permettre de gérer cette complexité. Je ne sais pas si ça répond à votre question, n'hésitez pas à interagir, hein, Frédéric, si c'est pas le cas. Je pourrais peut-être vous montrer d'ailleurs tout à l'heure un exemple de ce qu'on a pu faire chez un de nos clients. Vas-y, ouais, c'est intéressant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, je vais vous montrer ceci. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est un programme qu'on a déployé. Hop là, voilà. Chez un de nos clients, euh, donc un client dans l'industrie aéronautique, qui donc faisait face, je rentre pas dans le détail, mais un gros plan de transformation pour le coup, et il y avait beaucoup de choses à faire évoluer, et notamment chez eux, l'idée de passer d'une culture très forte d'ingénieurs, donc une culture produit, à une culture client. En s'appuyant sur quelque chose qui était extrêmement fort chez eux et très positif, c'est une grande fierté d'appartenance et un engagement très fort des équipes. Donc on était dans une situation paradoxale dans laquelle on avait des équipes qui sont à la fois très engagées et en même temps une organisation qui rencontrait des problèmes de perte de part de marché et de perte de la confiance client. Donc, sans rentrer plus dans le détail du contexte, voilà le type de parcours qu'on a pu créer chez eux, avec donc qui s'étale sur plus d'un an en 3 modules. Un premier module qui était vraiment basé sur ma compréhension de la stratégie et où est-ce que je dois aller. Donc là, avec les 2 premières journées qui étaient donc ce que vous voyez en bleu dans le programme, avec des rencontres avec les dirigeants en fait de l'organisation, donc le DG, le responsable du commerce, le responsable du plan de transfo, le responsable de la qualité, le responsable de la safety. Et on faisait varier en fait les intervenants d'une promo à l'autre, parce que c'était des promos de 40 personnes à chaque fois. Et donc là, l'idée, c'était de rencontrer la DG pour comprendre justement quelle était la nouvelle vision, quels étaient les enjeux globaux. Et avec chacune de ces interventions, il y avait une partie où donc le speaker arrivait, il parlait pendant 3 quarts d'heure, il répondait ensuite aux questions, et après chaque atelier, il y avait des ateliers d'appropriation, après chaque intervention, pardon, des ateliers d'appropriation en disant, en sous-groupe, qu'est-ce que je retiens de cette intervention? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que manager? Et qu'est-ce que ça veut dire pour mon équipe? Et du coup, comment est-ce que je vais décliner ça, moi, de façon très opérationnelle, en tant que manager et dans mon équipe? Je passe sur les moments de team building, les moments d'inclusion, parce que encore une fois, je vous l'ai dit, on faisait des promos de 40 personnes, donc qui venaient de tous les horizons, de plusieurs nationalités, de plusieurs métiers différents, et ça faisait vraiment partie du processus lui-même. La troisième journée, on proposait donc de former les gens au co-développement. Donc, il y avait toute une journée qui était dédiée à ça. Et dans l'intercession, entre le module 1 et le module 2, il y avait des co-développements qui étaient organisés voilà, en sous-groupe dans les équipes, avec des points avec les formateurs et les accompagnants. Le deuxième module était un module qui était plus centré sur de la formation et notamment sur des soft skills, puisqu'on mélangeait différents métiers. Et donc là, on était sur donc le disque, pour ceux qui connaissent, c'est un inventaire de personnalité, donc qui permet de mieux se connaître, de mieux interagir avec les autres. Il y avait ensuite une partie sur l'intelligence émotionnelle et les styles de leadership le lendemain, et un travail sur un atelier sur la notion de reconnaissance avec la chaise chaude, le hot seat en fin de jour 2. Ensuite, on avait une après-midi team building, et le jour 7, on était sur vraiment des ateliers projets où on mettait les participants, en fait, on leur demandait, quand ils rentraient dans le programme, d'arriver avec un projet concret de pourquoi j'ai besoin de rentrer dans ce programme-là et qu'est-ce que j'en attends. Et donc, donc ce travail-là s'étalait, en fait, hein, c'est pas détaillé là, mais s'étalait sur toute la durée du programme. Et donc, à la matinée du jour 7, ils faisaient un point sur leurs ateliers projet et repartaient l'après-midi avec un moment de déclusion et de reconnaissance très fort, avec une remise de diplôme en disant, bah, OK, bravo, euh, vous êtes passé au travers de ce programme qui s'appelait Impulse. Et 8 mois plus tard, le programme n'était pas complètement fini, puisque 8 mois plus tard, on faisait un follow-up
donc une session de suivi en fait, avec d'autres outils d'appreciative inquiry, etc. Et on revenait sur les ateliers projets, où est-ce que vous en êtes quand vous êtes rentré dans le programme, où est-ce que vous en étiez, où est-ce que vous en êtes maintenant, et on terminait, c'est par ce que vous voyez dans la matinée du jour 10, avec donc ce qui était les AH New Ways of Working et les Management Practice, donc c'est-à-dire une déclinaison en fait de leur charte managériale, parce qu'entre le moment où on a lancé le module 1 et le moment où on a fait le follow-up, typiquement, il y a quelque chose qui avait énormément évolué dans l'entreprise, c'est la définition précisément de leur charte managériale. Et donc, on a, nous, utilisé, pour la première promo, le module de follow-up pour faire rentrer les managers là-dedans. Et pour la petite histoire, pour vous décrire un peu comment est-ce qu'on utilise, nous, ce type de choses, c'est que le module du jour 10 que vous voyez ici, avec le pre-work et le follow-up, il faisait partie pour la promo d'après, puisque c'était des promos de 40 personnes, ce module-là, en fait, on l'a mis dans le module 1. Puisque comme la charte managériale, elle était définie, ce qui n'était pas le cas pour la première promo, pour les promos suivantes, on l'a utilisé directement. Puisqu'évidemment, la charte managériale, elle fait partie intégrante du plan de transformation et elle définit un peu quels sont les attendus. Donc, c'est ce que je voulais dire à travers ça pour répondre à la question de Frédéric, c'est que d'une part, vous voyez que dans ce programme-là, c'est un programme qui s'étale dans le temps, où les enjeux au fur et à mesure du temps ne sont pas exactement les mêmes. Et puis surtout, c'est un programme qui est évolutif. C'est-à-dire, on a démarré une première promo à un temps donné. La deuxième promo, elle a démarré 6 mois plus tard. Et bien, au moment où elle a démarré, on a revu le programme, puisque l'organisation avait changé, l'état d'esprit avait changé, les enjeux avaient changé pour l'organisation et pour les managers. J'espère avoir répondu à votre question, Frédéric. Stéphane, je te laisse commenter hein, si tu souhaites. Oui, non, j'ai pas de commentaire à faire parce que en plus quand ça a été fait, Blixo n'existait pas, donc on n'est pas intervenu sur le sujet, Voilà. mais on voit clairement ce qu'aurait pu apporter la tech de mettre dessus de l'enquête salariée et des 360 par exemple, c'est saute aux yeux. Hum. Je pense qu'il y a d'autres Ouais, vas-y. questions, Arnaud. Oui, donc bonjour, merci pour votre présentation. La question de Romain, pardon, Guignot. Quelle est l'attitude à adopter face à la conduite du changement en association où beaucoup de personnes y sont réfractaires? Alors, en association, vous voulez dire, j'imagine, enfin, ce que je comprends, c'est que vous faites partie d'une association, c'est ça, Romain Guignot, j'imagine. Beaucoup de personnes qui sont réfractaires. Alors, pour le coup, si on s'intéresse, là, on s'intéresse plus à des notions d'accompagnement du changement, qui est quelque chose qui est assez technique. Voilà. Alors, il y a plusieurs modèles pour répondre à votre question. Il faudrait définir effectivement des outils, mais il y a des outils assez classiques et qui ont été définis. Alors, il y a par exemple la matrice des acteurs ou des choses qui ont été développées. Je pense à des modèles de codeurs, par exemple, etc., qui ont été développés pour justement des stratégies de changement. Alors, je vais pas les détailler là, mais c'est assez intéressant. C'est assez long et assez complexe. Mais ceci dit, il y a des différentes populations à identifier effectivement dans des périodes de changement. L'idée globalement, c'est de se dire que les personnes qui sont plutôt, c'est toujours de définir, on va dire, une coalition de leaders. C'est souvent des termes qui sont employés. Donc des personnes qui vont réellement être les moteurs positifs de ce changement et qui vont permettre d'entraîner par la suite le reste des troupes. Donc ça, c'est extrêmement, pardon, et c'est essentiel d'identifier ces personnes-là parce que c'est des personnes qui doivent rester dans l'entreprise sur le long terme. Une fois qu'on a identifié ces coalitions de leaders, c'est faire monter les troupes, le reste des troupes au fur et à mesure. Donc là, on peut avoir des gens qui ont des comportements négatifs, mais une attitude positive, c'est-à-dire ils ne font pas le changement attendu, mais ils ont plutôt une vision positive de ce changement. Ils pensent que c'est bien, mais ils n'y arrivent pas, on va dire, voilà, de façon assez caricaturale. Il y a également des gens qui sont plutôt des faux amis, c'est-à-dire qui peuvent enclencher les changements attendus et les comportements, mais qui, au fond d'eux-mêmes, pensent que c'est pas la bonne chose. Donc là, encore une fois, ça va être des stratégies différentes à mettre en place et des gens plutôt à surveiller. Quant aux vrais réfractaires, il y a plusieurs stratégies à mettre en place qui semblent être ceux dont vous parlez. Une première stratégie, ça peut être de pas s'en occuper et de se dire que finalement, ces gens-là, à force de voir tout le monde qui rentre dans le changement, ils vont finir par monter dans le train ou ils vont finir par partir.
aussi, parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, ils ont plus envie de rester et puis finalement, voilà, ils vont quitter l'entreprise de façon entre guillemets assez naturelle. Mais il y a également des tactiques qui peuvent être un peu plus agressives en fonction de la visibilité que ces personnes-là ont dans l'organisation et du pouvoir de nuisance qu'ils ont. Euh, et là, alors encore une fois, je fais référence à de la littérature, mais ça peut être des moyens de négociation, voire de pression sur ces gens-là, voire même de coercition, tout simplement. Il y a aussi des fois dans les changements, il faut pas être, on vit pas non plus dans un monde de bisounours et il faut savoir reconnaître aussi qu'il y a des moments des gens qui sont nuisibles à une organisation, en tout cas dont le comportement ou l'attitude ne correspond plus à ce qui est attendu dans l'organisation. Il vaut mieux organiser le départ de ces personnes-là. Alors, encore une fois, c'est pas une solution définitive. Hein. Il y a, voilà, c'est pas blanc ou noir, c'est toujours des questions de contexte. Mais clairement, quand voilà, enfin, c'est des questions à se poser à un moment. Est-ce qu'il vaut mieux que les personnes dépenser de l'énergie pour des personnes qui n'ont pas envie de changer, ont une attitude et un comportement qui sont extrêmement négatifs, voire nuisibles, ou tout simplement séparer des personnes là. Mais bon, ce sera peut-être l'occasion d'en discuter. Hein. Vous pourrez nous appeler Romain Guidion et pour qu'on prolonge ce travail-là. Je Question continue. de Marie-Pierre. Oui. Comment fait-on quand on demande au manager d'être dans la production et que le temps n'est pas dégagé suffisamment pour accompagner leurs équipes? Moi, je veux bien répondre un petit peu à ça. Euh, bon, donc ça, c'est le cas dans 95% des cas. On demande trop au manager, on en met trop sur leurs épaules. C'est entre autres l'intérêt d'un outil comme Blixo, c'est on sait que il y a un manque de temps et donc il faut aller vite sur le principal et surtout pas perdre du temps à agir là où ce n'est pas essentiel ou sur un sujet pas essentiel ou agir et avoir la sensation de tomber à côté. Euh, et donc en fait, en captant de l'information quanti et quali euh, à la source aux équipes, et en utilisant les maths pour comprendre ce qui a le plus d'impact sur l'engagement dans la transformation ou sur la motivation ou sur différents drivers qui sont décidés de façon un peu supérieure, mais on va pouvoir donner au manager sa priorité d'action euh, et surtout, lui, il va pouvoir le partager avec l'équipe. C'est-à-dire que l'idée de ça, c'est que plutôt que ça soit lui qui porte tout sur ses épaules, il va pouvoir prendre son équipe et dire, bah regardez, Blixo concrètement nous dit ça. À cet instant, voilà le problème qu'on a dans l'équipe. J'ai ma part là-dedans, mais vous avez votre part. Parlons-en en fait. Et comme on est sur la donnée objectivée, qui est apportée par un tiers de confiance qui est Blixo, d'un seul coup, la régulation, les discussions sont beaucoup plus faciles et on s'aperçoit que, en fait, tout cet outil quanti et quali, tech, n'est qu'un prétexte pour aller mieux dans la vraie vie, en fait, pour créer des vrais échanges, des vrais partages, pour rapprocher les équipes entre elles, raccrocher du lien, euh, parce que les choses sont objectives, neutres et par un tiers de confiance. Ma souris et de remettre le son. Il n'y a pas d'autre. Tu veux Ouais. rajouter quelque chose, Arnaud, peut-être? Oui, alors ce que je voulais rajouter, c'est, enfin, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Stéphane, c'est que évidemment, c'est le principal écueil qu'on voit, c'est on demande toujours plus aux managers et on leur demande à la fois de manager et de transformer, d'être dans la prod, et etc., et d'accompagner les équipes, évidemment. Et c'est aussi des choix, une conscience en fait que doivent avoir les porteurs du projet de transfo. Je parlais tout à l'heure de priorité et de priorisation. On peut demander plus au manager tout en étant conscient que ben voilà, la journée d'un manager, elle a que 28 heures, donc elle en a plus qu'une journée normale. C'est normal, c'est le manager, il est payé pour ça. Mais voilà, on va pas pouvoir dépasser le temps. Et donc à un moment, c'est aussi accepter que d'une part, comme tout sera, enfin, d'une part, tout sera pas fait et tout sera pas fait en temps et en heure, mais c'est pas grave. Une partie justement de l'accompagnement de la transformation, c'est au fur et à mesure qu'on avance, de se rendre compte, ce que tu disais aussi, et grâce au monitoring, de ce qui est réellement important et de ce qui est accessoire. Et encore une fois, c'est des décisions qui sont pas simples à prendre euh, et qui doivent évoluer en fait.
la priorité à un moment donné, la priorité aujourd'hui sera pas la priorité demain. Voilà. Il y a aussi plein de choses dont vous pouvez vous inspirer et Stéphane, je pense que tu pourras en parler aussi des techniques qui sont très utilisées dans les startups, des techniques de sprint aussi, en se disant ben, on a une priorité très courte là, de mettre en œuvre tel ou tel projet, tel ou tel changement, tel ou tel outil. Et donc voilà, ça peut être une priorité sur des temps très courts qui permettent justement de mobiliser une équipe ou des gens de plusieurs équipes transverses sur un temps très court pour obtenir un résultat rapide et finalement un quick win. C'est aussi une façon de, mais ça veut dire que c'est un autre, peut-être notre mode de management. Arnaud, il est 10h30, Oui, 10h25. Je tout à pense fait. ça va toucher à sa fin. Je vais te laisser conclure. J'aimerais juste vous redire de façon très amicale, parce que là, on vient de parler 1 heure ensemble, mais de façon un peu décontextualisée, en fait. On s'est pas mis dans ce qu'on vit tous actuellement, qui est très compliqué. J'aimerais vraiment vous redire que si vous avez besoin d'implémenter une enquête interne dans votre entreprise pour aider, pour suivre toutes vos populations qui sont en télétravail, ou en chômage partiel et confiné chez elle, n'hésitez pas. En fait, le Bixo est gratuit pendant toute cette période et on fait ça vraiment généreusement. On fera pas derrière un marketing abusif pour essayer de vous vendre quoi que ce soit. Vous inquiétez pas. Voilà, donc vous allez sur bixo.com, BLEEXO.com, vous remplissez un petit questionnaire très rapide et il y a l'équipe commerciale qui vous recontacte dans la foulée et en moins de 72 heures, vous déployez l'enquête. Ok, merci. Et alors, merci à tous. Ce que je vous propose aussi, c'est, je viens de mettre dans la partie chat un lien vers sur lequel vous pouvez cliquer. C'est simplement pour recueillir en un mot. La notion de un mot est importante. Votre sentiment sur ce moment d'échange. Qu'est-ce que vous en avez pensé en fait? Qu'est-ce que vous en retenez? On fait ça avec Klaxoon que vous connaissez très probablement. Voilà, c'est un petit brainstorm. Il y a un nuage de mots qui va se générer au fur et à mesure que vous pourrez donc enrichir en cliquant sur le lien. J'espère que le lien fonctionne. Je vais vous laisser y aller. J'ai pas besoin de votre email pour vous connecter. Vous mettez juste votre un pseudo et vous pouvez participer soit en ajoutant un mot ou en likant des mots qui ont déjà été mis. Ce qui va nous permettre justement de construire ce nuage de mots que je vais mettre à l'écran tout de suite. Hop, et qui va se remplir. Et bien entendu, que ça soit Stéphane ou moi-même, on reste à votre disposition pour, voilà, si vous avez des questions, vous trouverez nos coordonnées assez facilement et elles seront disponibles dans le support qu'on va vous envoyer suite à ce webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt en tout cas. Merci à tous. Je laisse donc le webinaire encore tourner quelques instants pour que vous ayez la possibilité de compléter le mot et voilà, mais on va couper nos micros et nos caméras. À bientôt, au revoir.